Bonjour à toutes et à tous, je me présente, c'est ma première vidéo, déjà bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nathan, je suis étudiant en philosophie. Je n'ai donc aucune formation médicale, mais je vais quand même me permettre de parler d'un sujet important qui est celui de l'immunité collective. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un peu tout l'enjeu derrière le pass sanitaire et derrière les mesures politiques qui ont été prises dernièrement. Si je voulais vous parler de ce concept qui est très intéressant d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez simple à comprendre, qu'est l'immunité collective, c'est parce que c'est un peu ce qui nous pend au nez et c'est aussi ce qui divise les Français parce que, bien évidemment, c'est un peu sur quoi tout le monde s'écharpe. Mais si tout le monde s'écharpe, ça veut dire que c'est atteignable. Et on verra que c'est peut-être pas aussi simple que ça, bien au contraire. On va commencer donc par présenter le calcul autour de l'unité collective en plus du concept. Alors le concept c'est très simple, c'est l'unité collective, c'est un pourcentage de la population suffisant pour éradiquer la présence d'un virus et donc une épidémie. Et ce pourcentage, on le calcule d'une manière assez simple en fait, vous pouvez le faire vous-même. Pour effectuer ce calcul, vous avez besoin de deux variables pour en connaître une troisième. Ces deux variables sont R0 et E. On va d'abord parler de R0. R0, c'est le Basic Reproduction Number. C'est le nombre moyen de cas secondaires qu'une personne infectée va provoquer. On estime en Europe occidentale, en tout cas dans les variants précédents, c'est une étude qui date de janvier, je crois, janvier 2020, 2021 bien évidemment, nous présente en gros un chiffre en Europe occidentale autour de 2,2. Ça veut dire que en moyenne, une personne européenne, ouest-européenne, va infecter 2,2 personnes, parce que c'est une moyenne bien entendu, c'est une fiction mathématique, c'est pas une réalité très concrète, mais au moins deux personnes de plus seront infectées par cette même personne. Ce chiffre-là doit être pris en compte dans le calcul de l'immunité collective pour la Covid-19. La deuxième valeur dont on a besoin, c'est la valeur E. La valeur E correspond approximativement au pourcentage d'efficacité du vaccin pour ce qui est d'interrompre la transmission du virus. On va parler de E un peu plus tard parce que c'est très important bien évidemment pour estimer l'efficacité du vaccin et donc la possibilité de l'immunité collective. Pour l'instant, on va faire le calcul avec le variant Delta. Alors on dit que le variant Delta, il y a environ 2 fois plus de contagion qu'avec les variants originaux. Si on prend le chiffre de 2,2 qui était celui euh, qui correspondait en gros aux variants qui ont sévi en Europe occidentale pendant l'année 2020 et qu'on multiplie par 2, on tombe sur 4,4. On va arrondir en dessous. C'est déjà très bien pour le calcul. Alors le calcul est très simple, hein. On fait 1 moins 1 divisé par R0 et cela va nous donner en gros le nombre de vaccinations, enfin d'immunités nécessaires pour atteindre l'immunité collective et donc éradiquer la maladie. Le calcul est assez simple en fait. Vous faites 1 moins 1 divisé par le Basic Reproduction Number, donc le R0, et vous tombez, alors pour le chiffre de 4 qui serait en plus ou moins en Europe occidentale le Basic Reproduction Number, vous tombez sur 0,75. Autrement dit, 0,75, c'est-à-dire 75% de la population doit être immunisée. Euh, Partant du principe d'ailleurs que l'immunité vaccinale stoppe net la transmission. C'est là où il y a un problème. Donc ce calcul nous donne 0,75%, c'est beaucoup, c'est pas mal du tout. Il est même plus élevé dans d'autres pays parce qu'il y a des variables comme par exemple la densité de population, la distance entre les habitants en moyenne qui peut être plus ou moins faible selon les endroits. Encore une fois, on part du principe que le vaccin est efficace à 30% pour éviter la transmission. Euh, on parle vraiment du variant Delta, là, hein. C'est celui qui nous occupe en ce moment. On aura peut-être un autre l'an prochain, je sais pas. Pour ce qui est de l'efficacité des vaccins contre la transmission, on a un chiffre qui nous vient du ministère de la Santé israélien. On n'a pas malheureusement la méthode qui a permis, en tout cas pour l'instant, la méthode qui a permis de calculer ce chiffre-là. En tout cas, on nous donne environ 39%. Il s'avère que si le chiffre E est inférieur à la valeur trouvée dans le calcul impliquant R0, c'est-à-dire 1 moins 1 divisé par R0, vous n'aurez tout simplement jamais d'immunité collective. Si vous faites le calcul très simplement, en fait, vous pouvez déterminer la proportion de population nécessaire à vacciner pour atteindre l'immunité collective tout en prenant en compte l'inefficacité relative d'un vaccin. Si on prend par exemple les 39% du ministère israélien, on tombe sur un chiffre délirant qui est de 192%. Ça veut dire qu'avec le R0 du variant Delta en Europe occidentale
et avec les chiffres sur l'empêchement de la contamination du variant Delta grâce au vaccin, on doit vacciner 192% de la population française. Ce qui est bien évidemment inatteignable, c'est délirant, c'est presque deux fois la France. Ensuite, ce calcul propose aussi, sur le principe qui là encore est très discutable, de maintien d'immunité. Or, on sait que les anticorps diminuent avec le temps. Cela dit, les anticorps ne sont pas le seul outil dont le corps dispose pour empêcher la contamination et donc pour limiter la transmission aussi, puisqu'il y a aussi les lymphocytes B qui peuvent reconnaître qui ont une mémoire, on va dire, et qui peuvent reconnaître et reproduire encore des anticorps pour détruire la maladie. C'est-à-dire que même si vous avez peu d'anticorps, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout immunisé. Vous le serez sûrement moins, mais ça s'arrête là. Mais c'est quand même pas rassurant. Mais il y a aussi un autre problème méthodologique, c'est que le R0 est considéré comme étant stable. Et là aussi, c'est un problème parce qu'on sait très bien qu'il y a des supercontaminateurs et qui peuvent être, comme leur nom l'indique, super contaminants. Il y a une étude par exemple du PNAS qui était publiée dans le PNAS, qui est une revue universitaire multidisciplinaire américaine, je crois. C'est une étude qui a été effectuée dans l'université de Boulder City, donc c'est au Colorado, je crois, qui a montré qu'en gros, à peu près 2% seulement de la population contaminée, que ce soit symptomatique ou asymptomatique d'ailleurs, les ratios sont les mêmes, c'est très intéressant. On considère que ces 2%-là représentent 90% de toute la charge virale, de toutes les contaminations provoquées dans cet environnement. Autrement dit, ça semble indiquer que les supercontaminateurs ont une responsabilité, entre guillemets, ils ne peuvent pas savoir, mais les supercontaminateurs ont une responsabilité énorme et truquent énormément ce R0, puisque finalement ce R0 repose sur une moyenne et ne représente pas du tout la réalité que peuvent constituer les supercontaminateurs, qui peut aller jusqu'à 10. Et très récemment, il y a eu un fait divers qui vient d'arriver, je crois, où un Australien, qui est, je crois, une star de la télé-réalité, qui était doublement vacciné Moderna, a contaminé à lui tout seul à peu près une soixantaine de personnes. C'était pendant un week-end, je crois que c'était à Los Angeles. C'est énorme. Et on voit que on arrive à peu près à... Alors, 40 divisé par 60, ça fait 15. Donc vous multipliez par 15. 4 divisé, oui, 60 divisé par 4, ça fait 15. Donc vous avez 15 fois le R0 habituel pour le variant Delta, hein, bien sûr. Donc on voit quand même que c'est un objectif peut-être un peu déraisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est quand même assez perturbant. J'ai aussi quelques petites remarques supplémentaires à faire. C'est que quand bien même votre charge virale diminue grâce à la vaccination, ça ne veut pas dire que les maladies que vous allez causer seront moins graves, puisque la gravité de la maladie dépend très majoritairement de l'état de santé de l'hôte potentiel. Donc même si vous êtes vacciné, les maladies que vous provoquerez aux gens qui seront entre guillemets affaiblis, elle sera aussi grave, qu'ils soient vaccinés ou pas d'ailleurs. Bon, s'ils sont vaccinés, bien évidemment, il y aura sûrement une diminution, mais pour ce qui est du variant Delta, on a par exemple une étude qui avait été citée par la Tronchambier, qui était un préprint, qui se basait, je crois, au Royaume-Uni, donc là où il y a le variant Delta est aujourd'hui nettement dominant dans les infections actuellement. Or, cette étude ne prenait pas, enfin, du moins, ne présentait pas la pyramide des âges, mais présentait par contre une diminution très très forte des hospitalisations et donc de la gravité de la maladie, et donc de la charge générale de la transmission. Le gros problème de cette étude, c'est qu'elle ne prenait pas en compte le fait, lui aussi très important, que la majeure partie des infectés au Delta sont en fait des gens qui sont entre 10 et 50 ans. Autrement dit, toutes les personnes à risque, plutôt 60, 70, 80 ans, sachant que l'âge est un facteur de risque indépendant, 2 fois 4 je crois au max, nous montre quand même que on peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi une fois vacciné. Et là on tombe sur un problème parce qu'on a vu très récemment, c'était je crois rapporté par l'AFP, les gens en France qui disposeraient d'un pass sanitaire n'auraient même pas d'obligation de mettre le masque. Et ça pose un vrai problème, parce que ça veut dire que si l'une de ces personnes-là, euh, qui est vaccinée, qui ne porte pas de masque, et qui se présente dans un lieu public avec beaucoup de gens, surtout en intérieur, ça pourrait provoquer une épidémie terrible. On voit qu'il y a d'ailleurs une hypocrisie du gouvernement français, hein, de tout simplement de presque inciter encore plus à la vaccination en quelque part dédouanant un peu la responsabilité des vaccinés qui pourtant peut être réelle et peut devenir réelle dans l'épidémie. J'ai vu un article
d'un journal belge qui relayait une interview d'un virologue néerlandais et ce virologue-là supposait d'ailleurs que les vaccinés pourraient eux-mêmes constituer un véritable foyer infectieux à part entière, justement parce que tous les gestes barrières ne s'appliqueraient pas forcément de la même manière pour cette personne-là. Donc on voit quand même que l'immunité collective, c'est très loin d'être un acquis. On ne sait même pas si c'est possible. Je n'ai même pas en plus considéré l'éventuelle émergence de nouveaux variants qui seraient encore plus résistants à l'immunité naturelle ou vaccinale. On voit déjà en Israël que l'efficacité n'est pas excellente non plus. Elle est pas mal pour éviter les formes graves. Elle est déjà moins pour éviter les formes symptomatiques tout court. Donc, est-ce que, et c'est là on recontextualise politiquement, est-ce que ça vaut le coup que nous, Français, nous nous étripions sur quelque chose qui soit relativement improbable? On peut d'ailleurs légitimement se poser la question, puisque le gouvernement n'a pas forcément fait appel à des méthodes très honnêtes pour inciter à la vaccination, hein, en faisant par exemple du chantage au reconfinement, ou en invoquant pas du tout des raisons médicales strictes. En effet, n'oublions pas de prendre en compte que la médecine, normalement, fonctionne sur la base d'un calcul de bénéfice-risque individuel et sur le respect de l'autonomie du patient, qui est un principe très important en bioéthique, surtout aujourd'hui. Autrement dit, faire du chantage à l'altruisme, aux libertés, n'est certainement pas un moyen adéquat d'inciter à la vaccination puisqu'il est malhonnête et est carrément hors de propos puisqu'on parle de médecine, on ne parle pas de politique. De même que nous imposer un moyen de pression qui est nos libertés est totalement injustifié puisque bien évidemment c'est un moyen de pression dont l'utilité est très incertaine et qui finalement n'a pas d'autre fonction que de nous inciter à faire une action qu'on n'aurait pas forcément décidée. Encore une fois, l'autonomie est violée. Si on prend l'exemple d'un individu pour qui les bénéfices du vaccin sont nuls parce que la maladie ne peut rien lui faire, c'est par exemple le cas des enfants, largement, à part ceux qui auraient des maladies chroniques ou autres. On peut alors définitivement statuer que la vaccination n'est pas du tout avantageuse pour elle, puisque tout ce qu'elle pourrait causer ne serait pas un avantage, mais seulement un inconvénient. Autrement dit, les avantages sont nuls, et quand un avantage est nul, la potentialité même minimale d'un risque dépasse largement le zéro que représente le vaccin concernant les avantages. Donc finalement, ces individus-là n'ont aucun intérêt à se faire vacciner, mais littéralement aucun. Surtout quand on prend en compte le fait que le variant Delta n'est pas du tout arrêté dans sa transmission par ces vaccins-là. Donc on ne peut pas non plus faire de chantage sur l'altruisme. On peut alors clairement se poser la question, est-ce que ce serait pas un peu de la manipulation? Pousser quelqu'un à agir dans un sens qu'il ne désire pas lui-même, sur la base de raisons faussées ou inadéquates à la situation en question, est une forme de manipulation. Et d'ailleurs, opérer un chantage est aussi une forme de manipulation, surtout quand le moyen de pression, à savoir nos libertés, est mis en danger. Surtout que ce qui nous attend, si on ne se vaccine pas assez, selon le gouvernement, ce sont des reconfinements et de nouvelles restrictions de liberté, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas du tout fait leurs preuves, bien au contraire, puisque de nombreuses études tentent à penser aussi bien au niveau des restaurants, au niveau des couvre-feux, mais aussi au niveau des écoles, par exemple, que les restrictions n'ont en réalité qu'un effet négligeable, voire nul, voire même délétère. On peut donc légitimement s'interroger sur l'honnêteté de ce gouvernement qui nous impose du chantage, des moyens de pression injustes et, bien entendu, des restrictions de liberté, quand bien même elles ne fonctionnent pas. On voit très bien que ces gens-là ne font pas ça pour le bien de la santé, car sinon ils invoqueraient, bien entendu, des raisons purement médicales. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez certaines des sources en description si je m'y attelle, mais il y en aura beaucoup, donc je ne sais pas si vous les aurez. Je ferai encore d'autres vidéos comme ça, je parlerai de sujets un peu différents, qui seraient peut-être plus dans mes cordes. J'aimerais beaucoup parler de complotisme, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos avis, vos critiques notamment, si ma méthode, si mon montage, même si mon comptage est douteux, et donc que mes conclusions sont elles-mêmes douteuses, j'aimerais bien que vous le signalez aussi parce que c'est important, la vérité c'est important, n'est-ce pas? Et voilà, et puis je vous remercie, et puis bonne journée à vous, au revoir.